Nouvelle décennie, nouveaux défis. Aujourd'hui, on démystifie le taux de capitalisation. Question que vous puissiez analyser vos immeubles beaucoup plus facilement. Alors ici François Gagnon Et Thierry Samlal. pour les nouvelles PMML. Alors, 4 transactions ont attiré notre attention là, dans les 2 derniers mois de l'année 2019. Et puis, on va en faire le tour très rapidement. Tout d'abord, à Québec, un 92 unités, construction béton, en 2017, a été vendu à 232 000 de la porte pour un total de 21,3 millions. Quand même intéressant, François, parce que là, on parle d'un immeuble en béton. Oui. Puis si on compare ça à Montréal, on fait un parallèle, là, à 230 000, là, on est briques et bois. Puis Québec, c'est un marché quand même élevé. Donc, c'est une bonne transaction faite à un bon prix, ça. Très beau produit qui se développe en ce moment à Québec. Franchement, moi, Québec, je vais regarder ça de très près cette année, en 2020. Deuxième transaction, Boisbriand. Donc, on parle de la première couronne de Montréal. 122 unités construites en 2018, vendues à 273 000 de la porte. Encore une fois, une construction en béton. Et 33 325 000 comme prix total. Près des transports, le Carrefour Boisbriand, il y a ça. Il y a l'axe des autoroutes 15 et la 640. Donc, on est près des axes de transport. Ça vient jouer et influencer le prix. Mais quand même, je trouve que c'est une transaction encore abordable. C'est un institutionnel qui a acheté ça. Alors, franchement, une localisation à surveiller aussi. Ville-Marie-Ouest, donc prime location à Montréal, 210 unités, construites en 1929, vendues cette fois-ci à 423 000 par logement. Alors, pour un total de 88 millions et des poussières. Wow, belle transaction. Transaction quand même standard hein, pour ce secteur-là de Montréal. Des immeubles emblématiques, comme on discutait tantôt, bien installés du côté anglophone de notre territoire. En plein cœur du triangle de 3 stations de métro. Et finalement, une autre transaction qui a attiré notre attention, qui va faire rêver plusieurs vendeurs, j'imagine, à Westmount, 319 unités, encore une fois béton évidemment, construit en 1960 et vendu 603 000 par logement pour un total de 192 millions. T'as-tu dit 603 000 par logement, François? J'ai dit 603 000 par logement, construction en 1960. Donc, un immeuble qui a aujourd'hui 70 ans trouve ce prix-là. Donc, on parle évidemment d'un immeuble emblématique qui attire le regard de nos institutionnels canadiens. Donc, un gros immeuble qui occupe un quadrilatère, mais avec des logements tous de bonne superficie. Ça sent l'optimisation là-dedans, François, quelque part avec le temps. Là. Mais malgré le coût par logement, je peux vous garantir que si cette institution-là a mis la main sur cet actif-là, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être capables de faire prendre de la valeur dans les prochaines années. Alors, aujourd'hui, on ne voulait pas juste simplement vous parler de ces nouvelles transactions-là, on voulait surtout vous parler de taux de capitalisation. Parce qu'à travers les coûts par logement, à travers les beaux actifs, le nombre de logements, la structure des bâtiments, la classe des immeubles, il y a le taux de capitalisation qui ressemble drôlement à une belle règle du pouce pour savoir si c'est un immeuble qu'on peut acquérir ou non. Oui, parce que ces gens-là qui ont fait ces acquisitions-là dernièrement ont utilisé le taux de capitalisation pour faire leurs calculs puis voir la rentabilité possible d'un immeuble. Fait que quand on parle de taux de capitalisation, on parle de rentabilité automatiquement. Absolument. Ouais. Mais c'est quoi ce fameux taux de capitalisation-là? Bien, à la base, c'est le ratio entre le revenu net d'opération normalisé et le coût d'acquisition. Ce qui va nous donner un pourcentage, souvent, qui va varier, disons, de 3,8 % à aller jusqu'à 6 dans le cas d'un multilogement, mais on peut aller jusqu'à 8 ou 9, même 10 pour des produits RPA. Ceci dit, on est pas mal plus dans les 4 ou 5 %, tout dépendant des classes d'actifs. Oui, l'Amérique du Nord, actuellement, on fait tous les marchés confondus en Amérique du Nord, tournent autour d'un taux de cap de 5. Juste pour aider les gens à comprendre le taux de capitalisation, c'est une donnée qui se ressemble beaucoup au revenu net, au MRN. En fait, c'est l'inverse du MRN quand vous faites vos calculs. Bien, par exemple, un taux de 5 % représenterait 20 de MRN. Un taux de 4,5 serait plus dans les 22. Exact. Alors,
c'est une formule qui est importante comme outil de comparaison. Quand on parle de taux de capitalisation, c'est important de le calculer toujours sur la base de la convention acceptée par la SCHL et les institutions. Autrement, on n'aura pas une bonne base de comparaison fiable. Autrement dit, si on s'amuse à retirer la dépense d'administration, prétextant qu'on fait nous-mêmes l'administration, bien là, on ne parle plus d'un taux de capitalisation. On parle d'un rendement X qui a été inventé. Même chose pour le taux de vacances. Normalement, tout dépendant du type d'actif, il y a un taux de vacances acceptable dans cette formule-là. Mais si on le retire sous prétexte que ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de vacances, encore une fois, on vient trafiquer notre taux de capitalisation, puis on ne parle plus le même langage que tout le monde. Oui, bien en fait, en finalité, dans tout ça, là, la base de tout ça, c'est que vous prenez vos revenus bruts, vous enlevez vos dépenses d'opération qu'on est en train d'exposer avec François actuellement, qui sont souvent des dépenses d'opérations qui sont normalisées par la SCHL. Et là, vous travaillez avec un revenu net. Puis à partir de là, on va venir établir le taux de capitalisation. Donc, dans votre taux de cap, là, c'est une question de rentabilité. Vous avez un indicateur de rentabilité peu de marché à partir duquel on a pris vos revenus bruts et on a soustrait vos dépenses d'opération. Donc, si on commence rapidement au niveau de la qualité indicatrice d'un taux de capitalisation, c'est un indicateur de rentabilité. Plus notre taux de capitalisation va être élevé, plus on va avoir un immeuble rentable. Oui. Donc, si on est à 5, on est au milieu du marché. Si vous arrivez vers un taux de capitalisation de 5,1, 5,2, 5,3, là, c'est que vous avez un immeuble qui est plus rentable théoriquement que le marché. Et si vous descendez en bas de ça ne veut pas dire que votre immeuble n'est pas rentable, mais ça veut dire probablement que vous avez un stretch à faire par rapport au marché possible. J'ai beaucoup aimé ton ajout de théoriquement. Parce qu'on peut vous présenter un pro-forma avec un immeuble qui va faire du 5,5 de taux de capitalisation, ce qui va être aujourd'hui, si on est à Montréal par exemple, largement au-dessus des valeurs du marché qu'on est habitué de voir. Par contre, ça devient ici un indicateur de sécurité. Pourquoi est-ce qu'on a un taux de capitalisation plus élevé sur certains immeubles ou sur certaines classes d'immeubles que d'autres? Je vais lancer une chose. Des fois, c'est la grandeur des logements. On sait qu'un immeuble composé de tout petits logements va avoir un roulement beaucoup plus élevé. Donc, ça devient un indicateur de sécurité des revenus. Quand on a un rendement, un roulement plus élevé, il est normal qu'on considère que les risques de l'investissement est un peu plus élevés. Alors, on va le compenser avec un taux de capitalisation plus élevé. Tout à fait. Et souvent, nous, quand on fait nos analyses sur une période, généralement, on va analyser sur 5 ans. Même si vous faites l'acquisition d'un immeuble à 4,5, vous allez voir qu'avec une augmentation vraiment conservatrice de 3 % de vos revenus par année, une augmentation d'1 % de vos taxes et peut-être 2 % de vos dépenses, vous allez très, très vite retrouver un taux de cap de 5. C'est une autre méthode pour regarder, voir mes logements, je peux les prendre de où au niveau du revenu net et les emmener à où en très peu de temps. Oui, puis ça va être, on va en parler de ça, l'indicateur de stabilité et d'optimisation en relation avec le coût par logement. Ouais. Mais pour continuer avec l'indicateur de sécurité, on va faire un exemple inverse, le 4 %. J'achète un immeuble béton au centre-ville de Montréal à 3,9 % ou 4 % de taux de capitalisation. On s'entend, la rentabilité rendue là, elle est très basse. Cependant, en termes de sécurité d'investissement, les institutionnels vont être portés à se tourner vers ce genre d'actifs-là, puisque l'historique de vacances est à 0. On sait qu'on va avoir toujours une très grande demande, une facilité d'augmenter ses revenus, contrôler ses dépenses. Bref, ça devient un actif sécuritaire à avoir dans son portefeuille. Oui. Donc, on se rend compte que le marché immobilier, actuellement, est prêt à faire une acquisition à un taux de cap plus bas, c'est-à-dire à un prix plus élevé, tout en sachant qu'ils vont venir corriger ce taux de cap-là avec le temps. Ah oui, absolument. Et puis, c'est là qu'on arrive dans l'indicateur de stabilité versus optimisation qu'on peut voir dans un taux de capitalisation quand on le met en relation avec un coût par logement. Alors, j'aime ce que tu dis parce que regarder un indicateur seul, c'est un peu être sans point de référence. Quand on regarde un indicateur, il faut toujours prendre un point de référence.
Et la majorité du marché aujourd'hui est très intéressée de voir c'est quoi la rentabilité sur l'investissement, c'est quoi le retour sur mon investissement, je le fais où, comment est-ce que je suis rentable. Donc, en prenant un point d'attache, qui est le prix par porte, ça nous permet d'avoir un point de comparaison, un point de référence pour voir de quelle façon qu'on peut faire varier notre taux de cap avec le temps. Absolument. Donc, quelqu'un qui ferait juste analyser le marché sur la base d'un taux de capitalisation puis qui dit, ben moi, j'achète rien en bas de 4,8, ben il ferait peut-être erreur parce qu'il pourrait passer à côté d'une belle opportunité qui se vend en ce moment à 4 de taux de capitalisation, mais à 50 000 en moyenne, en bas du coût par unité du même secteur. Alors, si on avait un immeuble de 50 logements, fois 50 000, on est rendu à 2,5 millions de potentiel de prise de valeur. Tout ça à 4 de taux de cap. Donc, évidemment, une fois que l'optimisation est faite, on va chercher ce fameux 2,5 millions-là en prise de valeur. Peut-être même plus, parce que souvent, quand on se lance dans un projet d'optimisation, on va battre les cibles de la moyenne du marché. Absolument. Et dans les dernières années, on a vu une baisse du taux de capitalisation quand même relativement rapide, là. Il y a certains secteurs où est-ce qu'on était à un taux de cap de 5, c'est-à-dire 20 fois les revenus nets. Et maintenant, avec la possibilité d'augmenter le prix par porte, ces secteurs-là sont rendus en moyenne à des prix de vente de 4,5, 4,6 en termes de taux de cap. Fait qu'une réduction du taux de cap est en train de se faire avec le temps. Aussi, puis ça aussi, c'est influencé par le fait d'arriver de nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de joueurs maintenant qui gravitent dans le marché montréalais ou même québécois. Pas juste autour de Montréal, autour de Québec, à Québec même aussi. Ces gens-là arrivent avec, avec des besoins en capacité de financement un peu différents. C'est-à-dire que eux, déjà dans leur prospectus pour leurs investisseurs, ben, ils vont s'engager à ne pas financer une acquisition au-dessus de 55 %. Là, on parle des fonds d'investissement privés, des REIT, des acheteurs quand même de bonne envergure qui viennent d'ailleurs au pays. Donc, c'est des gens qui ont des moyens qui sont autres que ce qu'on peut voir. Donc, c'est sûr que quand on sait déjà qu'on n'a pas besoin de financer plus que 55 à 65 % d'une transaction, bien, ça nous permet d'accepter justement des taux de capitalisation plus bas. Ça fait que la capacité de financement a beaucoup moins d'impact sur la valeur marchande qu'on est prêt à accepter en tant qu'acquéreur. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre sur le pourquoi que les taux de capitalisation ont baissé un petit peu au niveau de l'acquisition. Bon point, François. Donc, un autre variable là, qui vient influencer le taux de cap, ce qu'on comprend, c'est le jeu de l'offre et la demande. Si tu as plus de demande, tu as plus de possibilités de baisser ton taux de cap à la vente et vice-versa. Absolument. On continue peut-être, on a parlé des outils de comparaison, indicateurs de rentabilité, de sécurité, aussi c'est un indicateur de capacité de financement. Je suis curieux. Oui. Qui achète quoi à quel taux de capitalisation? C'est une excellente question. Et à quelle taille de portfolio ou taille d'immeuble on se classe par rapport au taux de capitalisation? Le quoi? Alors le quoi? Si je parle d'un immeuble béton, plus de 100 logements, localisation, disons AAA, centre de Montréal, au centre d'un beau développement en couronne d'un grand centre urbain. 3,8 à 4,5? Pourquoi? À cause de la capacité d'augmenter les revenus à moyen terme et la sécurité reliée au placement. Donc, le joueur qui va se présenter là a souvent des visées à long terme. Souvent, à 3,8 par exemple, ça va être un institutionnel de ce monde. À 4,5, on commence à parler d'un peu plus de, je ne dirais pas monsieur, madame, tout le monde, d'une business bien structurée, qui a de l'expérience en investissement immobilier, surtout pour ce type de grands ensembles-là. Il peut y avoir des convergences dans le marché aussi. Donc, on peut avoir 2 ou 3 marchés différents qui convergent sur un même taux de cap. Et là, qu'il y a une compétition entre ces marchés. Donc, par exemple, la RPA, les immeubles neufs et récents et les immeubles existants emblématiques peuvent se mixer et être en compétition un contre l'autre, et ce qui va faire varier les taux de cap là, à moyen terme. Mais aussi surtout les rendements sur liquidité, parce que là, tu as inclus RPA là-dedans, qui, elle, normalement, une RPA, je veux dire, quelque chose de vraiment emblématique dans la RPA
va peut-être sortir dans le coin de 6 à 6,5 tout dépendant si on l'analyse sur le pro forma ou sur l'état financier. Mais ici, c'est le rendement sur liquidité qui va peut-être s'apparenter des fois à certains la capacité de financement sur plus ou moins long terme, soit sur 40 ans ou 25 ans, peut venir influencer ça, tout comme le taux d'intérêt peut faire venir varier votre taux de capitalisation de façon importante. Ah ben là, ça peut être même directement lié dans la plupart des cas. Mais on s'était promis qu'on n'allait pas parler de taux d'intérêt aujourd'hui. Les taux d'intérêt, je les aime. C'est sur les lèvres de tout le monde. Alors, en gros, le taux de capitalisation, c'est quelque chose qui est utilisé en base de comparaison. Puis quand on est capable d'être dans un marché où on voit que les gens sont capables, année après année, de continuer à acheter puis de faire vivre le marché de l'acquisition puis de la revente avec des taux de capitalisation qui baissent, bien, en tant que vendeur, on est dans une excellente position. Oui, et il y a une relation qui se fait entre le taux de capitalisation de vente et le taux de capitalisation de financement. Il y a des ratios, il y a des similitudes qui se font. Donc, des fois, on va être à 0,5 de moins. Il va y avoir une tendance au fait où est-ce qu'on va être capable, on va payer un immeuble à un taux de cap plus élevé que ce qu'on va le financer, généralement parlant, sauf si vous achetez un immeuble neuf situé en région. En fait, ça va être un taux inférieur. On va l'acheter à un taux inférieur qu'on le fait financer. Oui, donc par exemple, si vous achetez un immeuble neuf en région, souvent vous allez être à un taux de cap de financement de 4,75, mais vous allez acheter à 4,75. Les taux vont se matcher. Si vous êtes en zone urbaine, il va toujours avoir une disparité. Vous allez payer un taux de cap plus bas. Donc, il y a une relation qui se crée. Il y a une statistique qui peut être créée à long terme et qui va être intéressante à suivre. Bien, écoutez, pour finir, il n'y a pas vraiment d'équation mathématique précise pour tous les immeubles. Le taux de capitalisation, surtout en mode acquisition, peut être... on peut l'influencer au niveau du financement. Bon, on va appeler ça le TGA, là, mais le taux global d'actualisation, à quelques détails près, c'est à peu près la même chose. On peut l'influencer selon la classe de l'immeuble, sa localisation, sa situation locative. Oui. Mais en gros, le taux de capitalisation, c'est quelque chose à quoi on peut se fier lorsqu'on analyse le marché, autant pour vendre notre immeuble que pour acquérir un immeuble. Donc, le taux de capitalisation, je le répète, c'est une des meilleures règles du pouce que vous pouvez avoir, surtout si vous êtes capable de le mettre en relation des fois avec quelques autres indicateurs pour identifier si c'est le moment de vendre, si c'est un immeuble pour optimiser, si c'est un immeuble de stabilité qui répond à vos critères de sécurité d'investissement. Bref, n'hésitez pas à nous approcher pour parler du sujet. Dans n'importe quelle phase de votre vie d'investissement immobilier, que ce soit pour vendre votre actif ou en acquérir un, on va pouvoir, pas en débattre, mais en parler puis vous écouter. Oui, chaque secteur est différent, chaque type d'immeuble est différent, que ce soit un immeuble neuf, récent, que ce soit un immeuble en région ou au centre. Donc, si vous nous contactez, on va pouvoir vous diriger sur quels indicateurs utiliser pour faire votre comparaison comme il faut et pour bien utiliser votre taux de cap. Alors, n'hésitez pas, ça va vraiment nous faire plaisir. Alors, sur ce, on vous dit à la prochaine. On va tourner notre prochaine émission en direct de Sainte-Lucie, entouré de 200 investisseurs passionnés de l'immobilier à la Semaine des millionnaires du Club d'investissement, du Club des investisseurs immobiliers du Québec. Alors, on vous souhaite, on vous dit à bientôt. On vous souhaite beaucoup de succès pour 2020. Suivez-nous au soleil. À bientôt!